Ouais, alors, comme vous le savez, Kamala Harris, hein, je l'ai publié sur MetaTime, est désormais assurée d'être la candidate démocrate pour l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre 2024 contre Donald Trump. Et du coup, comme on est aux États-Unis, eh bien là-bas, l'oseille, ce n'est pas un tabou, hein, comme vous le savez. Et on va donc s'intéresser à Kamala Harris et son oseille. On va voir si elle aime l'oseille, sûrement. Et vous allez voir que, contrairement à la France, là-bas, investir sur les marchés financiers, c'est pas du tout un tabou, hein. On le voit avec Nancy Pelosi. Et bien évidemment, vu leur position, très régulièrement, ils se font épingler pour des délits d'initiés. Jamais inquiétés, tout va pour le mieux. C'est assez extraordinaire aux États-Unis, hein. Vraiment, des fois, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Et en fait, en y réfléchissant, tu te dis, bah oui, mais c'est normal. Ils font tous ça. Ils sont tous investis sur les marchés financiers. Donc, à la limite, on va pas dénoncer le voisin alors que nous-mêmes, on fait la même chose. C'est incroyable quand même. Alors, pour avoir le détail, hein, de ce que gagne Kamala Harris, bon, bah, il n'y a qu'un site, hein. Il n'y a qu'un site, c'est Joe Biden qui le dit, hein, dans les moments où il est lucide. C'est bien évidemment métamorphose47.com. Regarde le parcours financier de Kamala Harris, de fonctionnaire à millionnaire. Oui, même. Quel titre, ah, regardez, on la voit sur les billets. La peau. Lorsque Kamala Harris s'est présentée à la présidence en 2020, elle a publié 15 années de ses déclarations de revenus personnels, offrant une vue détaillée de son parcours financier. Harris, désormais favorite pour l'investiture démocrate à la présidentielle après le retrait inattendu du président Joe Biden, a montré une augmentation significative de sa richesse au cours de sa carrière de fonctionnaire. Début de carrière et revenus. Avant son mariage, les revenus de Harris provenaient principalement de ses fonctions dans la fonction publique. En tant que procureur de San Francisco, puis procureur général de Californie, son revenu annuel le plus élevé était de 203 000 euros en 2010, dollars en 2010. Lorsqu'elle est devenue procureure générale, son revenu est tombé à moins de 160 000 dollars par an de 2011 à 2013. Mariage avec Doug Emhoff et impact financier. Ah, un bon petit mariage. Ça peut changer la vie. Eh oui, les amis. Le paysan financier... Le paysan. Le paysage financier de Harris a radicalement changé en 2014 lorsqu'elle a épousé Doug Emhoff, un avocat du secteur du divertissement ayant des clients prestigieux. Ah, aux États-Unis, les avocats, assez la poule aux œufs d'or. Il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Suits. Je ne sais pas si vous connaissez. Et tu vois que certains avocats se font en or. Ce mariage a considérablement augmenté leur valeur nette combinée, Emhoff gagnant plus d'1 million de dollars par an. Les divulgations financières d'Emhoff ont révélé la propriété d'actions dans des sociétés comme Home Depot, St. Jude Medical, Comcast et American Express. Son vaste portefeuille a grandement contribué à leur actif combiné, améliorant ainsi leur situation financière. En 2015, alors que Harris se préparait à se présenter au Sénat américain, Emhoff a vendu bon nombre de ses actions, notamment celles de CVS Health et d'Oracle. Harris a remporté son siège au Sénat en 2016, marquant une nouvelle étape dans sa carrière politique. Croissance des revenus et des publications. À mesure que la réputation de Harris augmentait, ses revenus augmentaient également. En 2018, elle a reçu plus de 300 000 dollars en avance pour ses mémoires. The Truth We Hold. Le couple a déclaré un revenu conjoint brut de près de 1,9 million de dollars cette année-là. Ah oui, c'est sûr que les revenus ont bien monté là, hein. Transition vers la vice-présidence. Avant que Harris ne devienne vice-président en 2021, Emhoff a quitté son cabinet d'avocat et a rejoint la faculté de droit de l'université de Georgetown, gagnant près de 200 000 dollars par an.
Ce changement de carrière a entraîné une baisse substantielle de leurs revenus, passant de plus de 3 milliards de dollars en 2019 à environ 450 000 dollars en 2023. Les pauvres, 450 000. Malgré la diminution des revenus annuels, la valeur nette de Harris et Emhoff est estimée à environ 8 millions de dollars, selon Forbes. Leurs biens immobiliers comprennent une maison à Brentwood, en Californie, et un condo à Washington, que Harris a vendu pour 1,85 million de dollars en 2021. Alors si Harris obtient l'investiture démocrate à la présidentielle, elle affrontera l'ancien président Donald Trump, dont la valeur nette est estimée à 5,9, et alors là cette fois on passe une autre dimension, milliards de dollars. Cette comparaison met en évidence les différences financières marquées entre les deux candidats potentiels, la richesse de Trump provenant en grande partie de l'immobilier, des clubs, des centres de villégiature et des réseaux sociaux. Et à ne pas oublier que Trump n'est pas un self-made man, puisqu'il a hérité de son père qui était lui-même richissime. On estime à peu près la fortune donc, de Kamala Harris entre 2 millions et 5,8 millions de dollars. Donc en fait, Kamala Harris a fait plusieurs investissements, parfois seule et parfois en joint venture avec son mari, et principalement dans des ETF. iShares Score, MSCI, EAFE, ETF. Et on peut voir que la performance est plutôt positive. Ensuite, vous avez des investissements dans Vanguard Total Stock Market Index Fund. Là, pareil, hein, regardez la courbe. Elle est bullish, la petite Kamala. Mais oui, ma grande. Peut-être qu'elle regarde Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de phare. Dodge and Cox Stock Fund. Pareil, regardez la courbe. Impressionnant. Vanguard Small Cap Value Index Fund ETF, hein, le fameux VBR. Regardez, c'est pareil. Hein. Puis alors, regardez-moi ça. Hein. Bing, on est passé de 180 à 195. C'est quand même assez impressionnant. iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond. Ah, tous ces noms. C'est fou. Hein. Surtout quand c'est prononcé avec l'accent français, c'est encore mieux. Alors là, on a une performance dans le rouge. Mais bon, t'as vu, hein, c'est quasiment du range, quoi. Voilà, bon, en gros, les investissements, c'est marrant. Hein, elle est comme beaucoup de gens qui investissent dans les ETF plutôt que dans les actions précises. Et son portefeuille est plutôt bien réparti. Les performances sont plutôt bonnes. Donc, tant mieux pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que ce soit côté républicain ou démocrate, on est aux États-Unis. Hein. Personne ne va toucher au marché. Hein. Personne, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que eux, ils ont tous des billes. Même les retraités américains ont des billes sur les marchés financiers. Donc c'est pour ça que ce sera toujours market friendly aux États-Unis. Hein, il n'y aura jamais de taxes pour punir l'investisseur boursier. Donc c'est pour ça que c'est aussi le pays de la bourse. Donc voilà. Donc autrement dit, pour les marchés financiers, Harris ou Trump, franchement, ça va pas changer grand-chose. La différence, c'est que Trump, il peut faire chuter le marché de façon brutale, parce que parfois, il lui arrive de tweeter des dingueries, et c'est vrai que ça peut avoir des impacts. C'est ce qui s'était passé lorsqu'il tweetait sur la Chine. On pouvait avoir des moins 5-10% à cause de ses tweets. Donc c'est ça qui est un peu dangereux avec Donald Trump. Mais dans les deux cas, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il va rien se passer. Trump est beaucoup plus favorable. Enfin, beaucoup plus favorable, je ne sais même pas d'ailleurs, parce que je ne connais pas la position de Kamala Harris là-dessus, mais favorable en tout cas à une baisse des taux. Mais de toute façon, tout le monde s'attend à une baisse des taux en septembre. Donc là-dessus, pareil, ça ne va rien changer non plus. Voilà, donc sinon, sur les marchés financiers, bah regardez, hein. Le petit cacou, il range, le petit cacou. Regarde-moi ça. Le pauvre. Le S&P 500, regardez, hein, la star des stars. Allez, on continue. Hein. Là, vous avez vu, on a rebondi sur cette diagonale haussière. Donc, il se passe pas grand-chose. Hein. Little Jones. Regardez. Voilà, on continue. Continue la montée, quoi. Donc, la démission de Biden, elle a rien, il s'est rien passé. Hein. On continue et on remonte même. On est dans le vert. Même si c'est un tout petit vert aujourd'hui. Hein.
Voilà. Les mêmes schémas partout, hein, vous avez vu. Le Nasdaq. La drama queen. Toujours à faire des siennes. Et vous avez vu, le Nasdaq est remonté au-dessus des 18 000. Et enfin, le Bitcoin. Le Bitcoin est redescendu. Hein, il a perdu quand même 1100 $. Redescendu à 66 000. Ah, peut-être que le marché n'aime pas Kamala Harris hein, sur le Bitcoin. C'est possible. En réalité, je vous dis, hein, sur les marchés financiers, rien. Vous savez, on est aux États-Unis. Il y a... les marchés sont extrêmement puissants. Et on l'a vu hein, avec la crise des subprimes. Une crise sans précédent. Obama s'est couché. Couché. Voilà. Au pied. Allez, au pied. Il a rien fait. On va sévir. Tu parles. Il y a un gars qui est allé en tôle seulement. Voilà. Alors que c'était vraiment une arnaque sans nom. D'ailleurs, allez voir le film The Big Short, qui donne une idée un peu, un aperçu de ce qui se passait à ce moment-là. C'était vraiment de la folie. De la folie. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Kamala Harris, les marchés financiers, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.